Jusqu'au prochain 6.12 2025, nous sommes dans la 4e année et, depuis le début de l'invasion totale, jour 286. Soyez les bienvenus, je vous salue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo est aussi sortie pour le rapport quotidien. Comme vous le savez, en plus des rapports sur la guerre en Ukraine, je publie parfois d'autres sujets que je trouve intéressants. Je serais ravi si, après le rapport, vous le consultiez aussi. Nous allons examiner l'un des plus grands crimes de guerre de la Seconde Guerre mondiale, resté impuni à ce jour. La Russie a lancé cette nuit une attaque massive à l'échelle nationale avec des missiles et des drones contre les infrastructures énergétiques et de transport ukrainiennes. Des frappes balistiques ont été signalées à Kiev et à Dnipro, notamment avec le lancement de Mikoyan Gourevitch 31K équipé de missiles Kinzhal. Au moins 6 missiles balistiques ont visé la centrale thermique locale. Des frappes ont également été signalées à l'ouest de Laout et à plusieurs endroits dans l'oblast de Lviv, et après des frappes sur la centrale thermique locale, de vastes coupures de courant se sont produites. D'autres frappes ont visé des infrastructures critiques dans les régions de Poltava, Rivne et Tchernihiv. Selon la situation aérienne, d'autres missiles de croisière se dirigeaient vers Lviv, mais là-bas, je n'ai pratiquement pas vu de traces d'impact. À Fastiv, dans l'oblast de Kiev, des frappes russes qui ont touché une gare. Le bâtiment principal a été entièrement détruit par un incendie nocturne. Mais non seulement la gare, mais aussi le dépôt de trains adjacents ont été touchés et détruits. Les impacts ont détruit ateliers, voies de garage et installations de maintenance avec les trains présents. Le chemin de fer est l'un des moyens de transport les plus importants des deux côtés. Près de la moitié de l'approvisionnement passe par le rail. Et des gares ou dépôts détruits compliquent évidemment tout transport futur, ce qui se fera sentir sur le front. La société ukrainienne Firepoint a de nouveau livré des missiles Flamingo aux défenseurs. La société ukrainienne Firepoint a de nouveau livré des missiles Flamingo à l'armée ukrainienne. Les armes à longue portée développées en Ukraine augmentent la capacité de frapper avec précision et efficacité loin derrière le front, par exemple contre des dépôts de carburant, des nœuds logistiques et aussi des positions de défense anti-aérienne. Chaque livraison accroît l'utilisation et rend plus probable de nouvelles frappes en profondeur en Russie. Jusqu'ici, aucune frappe dévastatrice de missiles de croisière Flamingo n'a été observée. Il y a aussi très peu d'attaques où plus de 5 de ces missiles ont été utilisés en même temps. Souvent, ils ont été abattus en vol ou ont manqué leur cible. Ce truc en est encore à ses débuts et doit aussi être modifié en fonction des derniers résultats d'impact. Les Ukrainiens maîtrisent l'adaptation entre action et réaction, visible aussi dans la guerre des drones. Cela signifie que les Ukrainiens développent un drone et attaquent avec celui-ci. Ils identifient avantages et inconvénients, puis tentent d'éliminer ces derniers. Ils livrent ensuite immédiatement la nouvelle version, et cela en quelques jours seulement. Et bien sûr, c'est vraiment très impressionnant. Et dans ce contexte, ce serait bien sûr une bonne chose. Je pars aussi du principe que ces résultats seront intégrés dans les nouveaux modèles et lots des missiles de croisière Flamingo, permettant d'améliorer constamment ce missile. À CVS, les Russes contrôlent maintenant tout l'Est face à la ville. Nous avons déjà examiné la situation hier. Maintenant, c'est juste un peu plus tendu. Le village en bas, situé en demi-cercle, sera selon moi le prochain à tomber, alors que les combats se poursuivent près de Siversk. Il n'y a pas de nouveaux rapports indiquant que les Russes ont pu continuer à pénétrer dans le quartier est de la ville, mais ils ont en tout cas réussi à sécuriser le terrain ici. Chaque position russe conquise demeure une position russe. Surtout si l'on regarde hors des principaux champs de bataille, comme Pokrovsk ou Konstantinivka. Et à propos de Pokrovsk, il y a eu un changement ici, mais dans la ville elle-même, il n'y en avait pas du tout. Mais ici, près de Mornerat, les Russes ont pu conquérir cette zone, ici, entre la partie sud et la partie nord de la ville. Je suppose que la partie sud sera complètement dominée par les Russes dans les prochains jours. Ici, dans la zone d'artillerie, les Russes ont attaqué pour la dernière fois. Il y a eu des signalements de géolocalisation des deux côtés à l'intérieur, donc je ne peux pas attribuer cette zone à un camp avant de supposer que la situation empire. S'ils ont également pu conquérir cette zone ici et se concentrent maintenant sur le secteur nord, cela signifie que je suppose que les Ukrainiens vont se replier ici, et ensuite se redéployer dans la partie nord de la localité. Pour défendre cette zone contre les attaques russes, il en est de même pour la région en bas. Des soldats russes se passent à tabac l'un de leurs recrues dans un abri parce qu'il est allé fumer et a laissé son arme sans surveillance. L'un de ses camarades explique ensuite, après qu'il a été battu, que cela doit se passer ainsi, car ce n'est pas un jouet pour enfants. Donc fondamentalement, les deux ont tout à fait raison.
Lors de la formation de base, on nous apprend à ne jamais poser l'arme à plus d'une longueur de bras, même pour utiliser ses deux mains sur le terrain. C'est aussi puni chez nous, mais sans passage à tabac. Chaque pays a ses coutumes. À ce propos, une anecdote de mon temps à la Bundeswehr. Un camarade portait une moustache en guidon et en prenait soin quotidiennement, même sur le terrain. On pourrait généralement le qualifier de type très raffiné qui vivait dans un extrême souci de perfection, que ce soit dans sa personnalité, son attitude ou son apparence. Et lors du deuxième bivouac, son adjudant-chef, qui avait lui aussi une barbe bien fournie, pariait avec lui qu'il finirait bien par poser son arme trop loin un jour. Et en effet, il avait raison. L'enjeu du pari était que le perdant devait se faire tailler une barbe comme celle-ci. Depuis, il a gardé son arme plus près de lui que toute autre chose et a dû porter une barbe qu'il n'aimait pas du tout. Il a retenu la leçon sans même avoir besoin d'être battu. Le soldat russe, lui, a été battu. Et vous pouvez sûrement imaginer qu'il n'aura plus autant de respect pour son supérieur et qu'il pourrait même le trahir dans des situations critiques. La vidéo complète est dispo sur Telegram. La raison pour laquelle Witko et Kouchner travaillent en coulisses sur un accord au détriment de l'Ukraine est évidente. L'opinion publique aux États-Unis est actuellement clairement du côté de Kiev. Selon la dernière enquête Reagan National Defense Survey, 64% des Américains soutiennent l'aide militaire à l'Ukraine. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022. Le soutien à la fourniture d'armes à longue portée est encore plus marqué. 65% soutiennent la livraison de systèmes comme les missiles de croisière Tomahawk. Même sur le plan politique, la tendance est claire. 59% des républicains, donc du propre parti de Donald Trump, sont favorables à l'aide militaire, contre 75% chez les démocrates. En ce qui concerne les objectifs, des préférences claires se dégagent. 45% soutiennent la libération complète de toute l'Ukraine. Seuls 23% y sont opposés. 22% soutiennent un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Les Américains voient donc eux-mêmes que leur président veut les trahir et ils savent aussi quelles seront les conséquences d'une victoire russe en Ukraine. Surtout quand on a passé beaucoup de temps en guerre froide avec l'Union soviétique, on ne veut évidemment pas voir émerger une structure de pouvoir similaire de l'autre côté du monde. Pour l'administration Trump, ces chiffres sont problématiques. Ils indiquent qu'un accord aux dépens de l'Ukraine pourrait coûter cher sur le plan intérieur. Avec la situation économique tendue des deux côtés et la hausse des prix, il existe donc un risque que leurs propres électorats soient mécontents et que les chances lors des prochaines élections de mi-mandat en soient affectées. En résumé, abandonner l'Ukraine va à l'encontre d'une majorité stable aux États-Unis et coûte politiquement cher, car les négociations profitant à la Russie sont rarement évoquées publiquement. WELT a publié un article intéressant sur l'industrie de la mobilisation russe que je dois citer ici. J'ai également ajouté l'article ici dans les sources, au cas où vous voudriez le lire en entier. En effet, il s'agit de bien plus que ce simple passage. En Russie, la mobilisation pour la guerre est désormais devenue un véritable marché. Sur Telegram, les offres d'emploi pour le front côtoient les actualités quotidiennes et les informations sur la guerre, que les Russes transmettent à leur public de façon filtrée. Ils offrent des primes à 5 chiffres, des annulations de dettes, des services de garde et des places pendant l'université, et les antécédents judiciaires ou maladies ne sont plus un obstacle. Dans plus de 80 régions, les autorités pointent avec des intermédiaires privés, exploitent une industrie de chasseurs de têtes financée par des primes publiques. Les intermédiaires perçoivent une importante commission par contrat réussi et accompagnent les candidats dans la bureaucratie militaire. L'analyse des canaux et les entretiens avec des recruteurs et des recrues révèlent que les primes pour les recruteurs s'élèvent en moyenne à plus de 20 000 €. Dans certaines régions, c'est parfois même le double, ce qui change évidemment la vie de nombreuses familles. Parallèlement, certaines régions annoncent une nouvelle baisse des primes pour alléger leur budget. Car ces primes ne sont pas versées par l'État, mais par l'administration régionale concernée. Et elles ne sont pas non plus versées pour motiver les gens, mais plutôt comme un appât, pour gonfler autant que possible les rapports annuels sur le nombre de volontaires, afin que cette région soit soutenue politiquement par le Kremlin, ou bénéficie d'un soutien accru, puisqu'elle peut présenter de nombreux volontaires. Politiquement, le système cible les personnes vulnérables, alcooliques, pauvres, immigrés, malades, mendiants, criminels, etc. Les analystes occidentaux y voient le début d'une guerre d'usure prolongée, maintenant la pression sur le front et favorisant les gains.
alors que des destins individuels, comme celui d'un père endetté de la région de Moscou, montrent comment la détresse financière et les paiements élevés rendent dans la décision d'aller à la guerre rationnelle. Même si rentrer chez soi reste incertain. Mais le paradoxe, c'est qu'en Russie, la guerre fait sans cesse monter les prix. De nombreuses personnes gagnent en moyenne 800 € par mois et ne peuvent plus acheter des produits toquins de base comme les pommes de terre et les oignons. Maintenant, la taxe sur l'alcool doit également augmenter de manière significative. Cela aggrave évidemment encore la situation. Par ailleurs, la solde dans l'armée redevient très attractive pour beaucoup. Il prolonge la guerre, tout devient plus cher, les gens ont moins de moyens et envisagent de repartir à la guerre pour toucher de nouvelles primes. Ce qui rend alors tout encore plus cher, et les gens peuvent à nouveau se permettre encore moins de choses. Et c'est pourquoi ils réfléchissent à nouveau à partir à la guerre, et ainsi de suite. Le cercle vicieux reprend. Merci aux membres de la chaîne Alj Crew, surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à la prochaine mise à jour de la situation.